sur l'accord du Mercosur. La France a voté contre. Est-ce que, selon vous, c'était la bonne décision de dire non à ce traité? C'est un peu tard, surtout. C'est-à-dire que si la France était contre, il ne fallait pas laisser reprendre les négociations. C'est que les négociations durent depuis 20 ans. Mais elles ont été relancées récemment. Donc en 2019, elles ont à nouveau été relancées. Et il semblerait d'ailleurs que M. Barnier ait dit qu'il avait eu la promesse qu'il n'y aurait pas la relance des négociations du Mercosur. Donc ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, on annonce que la France est contre, alors que les agriculteurs sont intelligents. Vous voyez, il ne faut pas, comme ils disent, les prendre pour des demeurés. C'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. Et quand les agriculteurs se défendent, ils nous défendent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que les Français sont avec eux. Ils nous défendent parce qu'ils défendent notre identité, ils défendent la qualité alimentaire, ils défendent la vitalité des territoires ruraux, ils défendent notre histoire, ils défendent notre gastronomie, ils défendent notre autonomie alimentaire. Donc ils nous défendent. Et ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement n'ait pas compris cela. C'est une richesse, c'est un patrimoine, l'agriculture et les territoires ruraux. On va écouter justement ce qu'en pense François Valeret, qui pointe directement la responsabilité d'Emmanuel Macron. On n'a jamais vraiment su s'il était pour, s'il était contre. Et au sein de l'Union européenne, il n'a pas fait le job. Si, comme il nous le dit, l'accord est si mauvais, comme nous le dit la ministre de l'Agriculture, si c'est si mauvais cet accord, il aurait dû se montrer convaincant auprès de ses partenaires européens depuis déjà des années pour leur dire non, cet accord du Mercosur n'est pas bon et pas s'y prendre à la dernière minute. Si vous voulez, l'alternative, c'est quoi? Est-ce que l'Europe, puisque l'Europe a été créée quand même pour essayer d'avoir une autonomie sur l'ensemble des sujets. Donc, est-ce que le travail de l'Europe, c'est de faire en sorte qu'elle ait une autonomie alimentaire, y compris éventuellement en répartissant les productions entre les différents pays en fonction de leur territoire, en fonction de leur géologie, en fonction de leur géographie, en fonction de leur climat? Et donc, c'est ce travail-là qui est intelligent. Au lieu de rentrer dans une logique de libre-échange qui est dépassée. Bien sûr. Elle est dépassée. C'est-à-dire ce qui a été conçu il y a 20 ans, on continue comme un canard sans tête sur des logiques... Sans s'adapter. Sans s'adapter aux données nouvelles. Et quand on regarde l'agriculture française dans les années 70, il y avait 1 600 000 exploitants agricoles, il y en a 380 000. Moi, si j'étais à la tête du gouvernement, j'annoncerais déjà un objectif politique. C'est quoi l'objectif politique? C'est de dire, je veux qu'il reste en France 380 000 exploitations agricoles. Je ne veux pas que le nombre d'exploitations agricoles diminue. Certains élus du Rassemblement national estiment qu'Emmanuel Macron veut se débarrasser finalement du monde agricole. D'une certaine façon, vous savez, les gens mondialisés ne s'intéressent pas aux périphéries. C'est la logique des grandes villes, c'est la destruction des périphéries. Or, le sursaut d'un pays, la force d'un pays, elle est dans les périphéries. Et c'est vrai aussi à l'échelle de la planète. Et donc, des pays comme la France qui ont une puissance périphérique dans les identités. Et d'ailleurs, il y a une ressemblance entre le mouvement des agriculteurs et les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont surgi dans les périphéries des villes. Les villes, ces périphériques qui n'acceptaient plus d'être dévitalisées. Ça a commencé d'ailleurs par les femmes. Les Gilets jaunes, qui n'acceptaient plus d'être dévitalisés, et la taxe carbone a fait déborder le vase de la différenciation des modes de vie entre l'urbain et le rural. Et le mouvement agricole ressemble au mouvement des Gilets jaunes. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, c'est important, c'est crucial. Il ne faut pas qu'ils perdent là, les agriculteurs dans ce combat. Parce que déjà, c'est tellement difficile de venir dans le froid, monter les tracteurs. Vous imaginez l'énergie qu'il faut, alors qu'ils gagnent déjà des revenus de misère, ils abandonnent les familles, les femmes qui sont obligées de prendre la succession à la ferme, les parents âgés qui reviennent à la ferme pendant effectivement que les agriculteurs remontent sur leur tracteur pour venir à Paris. Il ne faut pas qu'ils perdent ce combat. Il ne faut pas qu'ils perdent ce combat, parce que ce combat, c'est nous. C'est à nous. On va parler tout à l'heure de votre livre, mais en vous entendant et la manière dont vous analysez cette lutte-là des agriculteurs, par-delà le lexique économique, vous avez un lexique presque culturel ou presque une question, je dirais sinon identitaire, du moins dans votre livre, vous faites l'éloge des racines, un certain éloge de certaines racines ou d'une certaine conception des racines. Mais vous pensez que c'est ça qui est en jeu? Ça veut dire des gens qui non seulement défendent leur salaire, leurs revenus, etc., mais défendent une certaine forme d'appartenance à une certaine vision de la France? C'est ça, c'est une culture qui nous a construites.
Et si vous coupez des racines, c'est comme une plante. Une plante ou un arbre sans racines, il crève. Si on coupe nos racines, nous, les humains, les enfants, c'est pareil, les humains et nous, c'est pareil. Si on coupe nos racines, on crève. Et donc déjà, les racines, elles ont été très, très affaiblies du fait de la mondialisation, du fait du libéralisme, du fait de l'aveuglement, du fait de la méconnaissance par les élites de l'identité réelle des territoires. Et par conséquent, il faut absolument résister. C'est absolument essentiel. En dessous de 380 000 exploitations agricoles, dont 40% d'exploitations. En France, il y a 40% d'exploitations à dimension familiale. Mais c'est une richesse extraordinaire. Vous voyez, c'est comme quand on entendait autrefois pas si longtemps, oui, la France avec ses 38 000 communes, c'est ridicule. Mais non, 38 000 communes, c'est une richesse extraordinaire. On les pousse à fusionner d'ailleurs. Pendant des années, on nous a dit non, mais les 38 000 communes. Et l'Europe nous a forcés à fusionner les régions. Par exemple, j'ai subi ça, moi, parce que ma région a disparu, Poitou-Charentes. Vous vous rendez compte la violence que ça a été, l'extrême violence? Vous croyez que de remplacer l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne par Grand Est, on a fait un progrès de civilisation? Mais absolument pas. On a reculé. Parce que l'identité d'un pays, l'identité d'un peuple, c'est la géographie, c'est la géologie, c'est l'histoire, c'est les fleuves, c'est les identités paysagères, à la fois celles qui sont naturelles, mais celles qui sont aussi forgées par l'homme. Et d'ailleurs, quand j'étais ministre de l'Environnement, j'ai fait une loi de reconquête des paysages articulée avec les productions des territoires, avec le lancement des appellations d'origine contrôlée. Et dans ma propre circonscription dans les Deux-Sèvres, on a fait l'appellation d'origine contrôlée du Chabichou du Poitou. On a sauvé les races comme la race partenaise, la race dans le Marais Poitevin. Et je suis devenue ministre de l'Environnement de François Mitterrand en 92 parce que j'avais sauvé un territoire rural. Il avait repéré qu'en tant que député des Deux-Sèvres, je m'étais battue pour protéger le Marais Poitevin contre le passage d'une autoroute. Et l'autoroute a été... L'autoroute d'ailleurs ne passe pas par le Marais Poitevin. Non, du coup, et le Marais Poitevin a été protégé. Et il y avait les élites qui me disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette grenouille ?» J'étais traitée de grenouille du Marais qui veut sauver des orties, parce qu'ils étaient complètement ignorants de la réalité des territoires. Et aujourd'hui, ce territoire, il est classé grand site de France. Moi, donc c'est ça qu'on veut détruire? Moi, je signe chacun de vos propos, et depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec vous à 100%. Mais on a l'impression, je ne sais pas pourquoi, vous allez peut-être nous éclairer, que les décisions politiques de ce pays qui ont présidé aux destinées de notre pays, la France, ont été tout le contraire de ce que vous dites là pendant des années. En 99, on a bien souscrit à cette discussion autour du Mercosur. Ensuite, on a donné à l'Europe la politique commerciale et l'exclusivité de cette politique. Ça fait il y a 25 ans. C'est énorme. Et on continue. Est-ce qu'on a délégué tout ce pouvoir à l'Union européenne? Et pourquoi tous ceux qui refusaient ça, jadis c'était un peu les souverainistes de gauche, même Chevènement, etc., on les a réduits au silence, et c'est plutôt une autre vision du pays qui l'a emporté. Aujourd'hui, vous parlez comme une souverainiste. Parce que le référendum qui avait été, où les Français avaient dit non. 2005, les Français se sont fait avoir. Enfin, vous savez, chaque fois qu'on écrase la démocratie a été écrasée, parce qu'avec le traité de Lisbonne, du coup, on a remis la Constitution européenne auquel les Français avaient dit non. Et vous savez pourquoi l'élite a pensé qu'il fallait le faire quand même? Parce que l'élite pense qu'elle est plus intelligente que ceux qui sont sur le terrain, qui produisent. Or, qu'est-ce qu'on voit à l'échelle de la planète? Que les pays forts sont les pays qui gardent leur production, les productions industrielles, les productions agricoles. Et comme on a eu une élite qui a rêvé la France de services, la France de services financiers, la France du tertiaire, et puis que la production, c'était pour les pauvres, c'était pour les pays pauvres, puisque les salaires étaient plus bas. Donc, dans la mondialisation, finalement, c'était un plus. Et c'est ça l'aberration. Et d'autres pays, au contraire, n'ont pas fait ça en Europe. D'autres pays n'ont pas laissé tomber leur industrie. L'Allemagne, notamment, qui a gardé même s'il ne faut pas non plus idéaliser l'économie allemande. La preuve, c'est que c'est aussi l'avantage du Mercosur, c'est aussi pour l'Allemagne. Mais là, il y a une urgence de redéfinir l'Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu d'uniformiser par le bas, c'est ça qui est en train de se passer, elle a uniformisé par le bas, au lieu de se dire, mais quel est l'atout de chacun des pays? On va renforcer les atouts de chaque pays. Et un des atouts de la France, c'était justement la force de son agriculture et la force aussi de son industrie répartie sur les territoires. Avant, il y avait des usines dans tous les territoires, même les territoires ruraux. Et pourtant, les transports n'étaient pas faciles sur les routes. Quand on voit le réseau des routes municipales ou des routes départementales, c'était pas simple. Et pourtant, il y avait un tissu industriel de proximité.
Et là, on voit que tout ferme, même les sirops de Tesser, Blédina, enfin, ça fait mal au cœur. Ça nous fait saigner de voir ça. Et une inertie totale. Mais